Ta maman est au courant que tu ne veux pas lui donner de petits-enfants. Eh, qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? Tu dis ça maintenant parce que tu as encore le temps. Si ta maman n'avait pas accouché, tu ne serais pas là. Il y a les femmes qui cherchent les enfants ici dehors. Elles prient pour avoir les enfants. Et toi, tu... Quel gâchis. Ma chérie, il ne faut pas lutter avec la nature. Tu en voudras. Et plein. Tu verras. Ne dis pas ça fort, ça peut arriver. Hein. Mais c'est le plus beau don de la nature. Il y a tout un héritage génétique à transmettre. Et dans les gènes, il y a toute la culture que tu portes. Ouais, fais même un enfant, non, même un. Si tu ne veux pas, je garde. Un, donne-moi, je l'élève. Vraiment, vous les féministes là. Si on vous écoutait, il n'y aurait plus personne sur terre. Donc, toi, tu es né. Tu as enjoy, tu as savouré. D'autres personnes n'ont pas le droit de naître. Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Pour ce deuxième épisode, vous l'avez compris, nous allons parler de non-désir de maternité. En 2015, en France, l'INED, Institut national d'études démographiques, évaluait à 5% de la population la proportion d'hommes et de femmes ne voulant pas avoir d'enfants. Cependant, faute de statistiques ethniques, nous ne savons pas quelle est la proportion de femmes noires, d'où l'importance des témoignages. Aujourd'hui, mon invitée est une femme noire, cisgenre, qui n'a pas qu'une flèche à son arc. Elle est écrivaine, humoriste, parolière et scénariste panafricaine. Elle aborde des sujets sensibles tout en faisant rire, rêver et réfléchir. Après son livre 9 histoires lumineuses paru en 2017 chez Présence africaine, elle clôture 16 années de vie en France avec Assisi, il faut souffrir pour être française. Un livre à la croisée de l'essai, de l'autobiographie et de la fiction que j'ai adoré lire. En pleine tournée en France et malgré les grèves, elle a eu la gentillesse de se rendre disponible pour échanger et je lui dis un énorme merci. Salut Jo, est-ce que tu veux te présenter rapidement à nos auditrices, auditeurs? Rapidement. Et tu veux le faire en rap? À chaque fois que j'essaie de rapper, j'ai peur de perdre ma black credibility, ma black card. Alors, je m'appelle Jogustine, je suis une autrice et humoriste panafricaine. J'utilise la fiction et l'humour pour démanteler le patriarcat blanc, cis, hétéro-capitaliste. Voilà, j'invente des histoires et j'aime bien faire rire les gens. Est-ce que tu veux nous dire quel âge tu as? T'as pas parlé de ton âge. J'ai 32 ans. Et tes projets dans tout ça? Quels sont tes projets en cours? Là, cette année, j'ai publié un deuxième livre, Assisi, il faut souffrir pour être française. Et je me suis lancée déjà depuis 2017 dans l'écriture d'un troisième qui serait une saga qui s'appelle Hydrocarbures. Qui se passe dans un quartier, dans un sous-quartier, enfin non, sous-quartier ça veut dire quartier plus pauvre quand on dit sous-quartier au Cameroun, mais dans une zone d'un quartier très privilégié du Cameroun dans lequel j'ai grandi, de milliardaires camerounaises. Et est-ce que tu veux nous parler de ton rapport à la maternité? Parce que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Hein. Je considère toutes mes créations comme mes bébés. Et quand on me demande quand est-ce que tu me fais des petits-enfants, je dis je suis en cours en fait, mais là j'essaie d'acheter un nouvel ordinateur. Pour le enfanter, c'est-à-dire faire passer 4 kilos, 4 kilos de chair et d'os dans mon minuscule vagin là. Non, c'est pas un projet. Ça fait pas partie de mes missions et pourtant, je suis une personne qui se lève le matin avec des objectifs, avec des objectifs. Franchement, j'ai mes objectifs de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Oui. Et il n'y a nulle part avoir un enfant. Et certaines personnes ont cet objectif-là, tomber enceinte, fonder une famille, rencontrer quelqu'un pour ça. Et moi, c'est nulle part là-dedans. Donc pour moi, ça s'arrête là. Et ça a toujours été comme ça? Non, bien sûr que non. Au début, je n'avais pas réfléchi. Je ne m'étais pas posé la question, tu vois. C'est comme quand on m'a dit le masculin l'emporte sur le féminin, je n'ai pas demandé pourquoi. On m'a dit, quand on me collait des bébés, des poupées entre les mains, voilà, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Plus tard, tu vas t'occuper d'un enfant, voici la dinette, tu vas faire la cuisine, voici la poupée, tu vas donner à biberon. Et j'aime ça, j'aime jouer, j'aime créer des histoires avec tout ce qu'on faisait enfant, là, inventer des histoires, faire des jeux de rôle, je continue de les faire dans la chambre. Mais ouais, non, j'aime l'impro pour ça, en fait. J'ai fait de l'impro un peu aussi. J'aime ça. Oui. Mais quand ça va devenir ta vie là maintenant, tu vas avoir 1 million de dettes parce qu'il est allé à l'école, juste parce qu'il est allé à l'école. Ou le fait de ne plus être le centre de gravité de ma propre vie.
Voilà, c'est quelque chose que c'est pas dans mes plans. D'accord. Je ne suis pas prête à faire à ce dévouement-là, comme beaucoup ne sont pas prêts à passer une journée, une année ou 3 sur un seul livre ou une journée sur une page pour que ta page soit bien écrite. Voilà, beaucoup ne sont pas prêts à faire ça. Et bah, moi, je suis payée pour passer la journée sur la page et je suis pas payée pour passer 18 ans à supporter les « Oh, maman, tu me saoules !» En fait, non, c'est vrai, je te jure, j'arrive même pas à expliquer. C'est pas pour moi. Et le truc, c'est que j'ai ma nièce, fête ses 5 ans demain. C'est la fille de ma cousine jumelle qui a 5 mois de moins que moi, avec qui j'ai grandi au Cameroun. Quand elle était dans le ventre, tu sens que c'est ton enfant, cette façon d'aimer une personne qui n'existe pas encore, tu ne connais même pas. C'est quoi son signe astrologique? Tu sais pas, tu vois, quelles sont ses passions, quelles sont ses ambitions, tu sais pas. L'inconnu. Voilà, tu l'aimes point en fait. Oui. Et quand elle est née, c'était mon bébé. J'avais tout fait pour être là. Bon, j'étais au Cameroun quand elle est née. Quand je suis rentrée, j'ai pris mon billet direct pour aller la voir à Toulouse. Et ça a toujours été mon bébé. Oui. Et quand je passe du temps avec elle, donc l'année dernière, par exemple, ma dernière année en France, j'ai passé le mercredi avec elle. C'est moi qui l'ai gardée le mercredi. Je peux te dire que c'était une journée très fatigante. Une seule journée, qui est une vie pour ma cousine. C'était une journée très épuisante. Mais je disais, s'il y a une chose, j'avais dit une fois dans mes stories Instagram, j'avais dit, il y a une chose que je veux qu'on retienne de moi plus tard, c'est que j'ai aimé cet enfant. Donc, j'ai connu l'amour sans avoir à écarteler mon vagin et risquer ma santé pendant 9 mois sans avoir à louer gratuitement le local qu'est mon utérus. Ah non, j'ai connu l'amour. Enfin, pourquoi plus? Parce que quand les gens me voient m'éclater avec ma nièce, on me dit, mais tu vois, tu peux avoir le tien maintenant. Je dis, c'est déjà le mien là. Pourquoi est-ce qu'il faut Enfin, on n'a jamais demandé à mon frère ou à mes cousins que, c'est pas le tien parce que tu l'as pas porté dans ton ventre. Ça reste ton enfant, même si tu l'as pas porté. Et nos gènes sont éclatés dans plein de gens. Tu vas avoir la fille de ta cousine qui est ton portrait caché, ou la fille du cousin voilà, nos gènes, c'est pas juste nous, en fait. Si tu veux voir ton mini-moi, tu attends que les autres de ta famille accouchent, en fait. Franchement. Oui, tu te dis, au final, tu peux avoir un rapport de maternité avec une personne de ta famille sans que ce soit toi qui l'aies enfanté, et sans tout le côté un peu sombre de la maternité. C'est une passion. Tu es censé être là dans les hauts et les bas. Tu es censé, que tu aies gagné de l'argent aujourd'hui ou pas, tu es censé lui donner à manger. Tu vois, le truc où je m'affame là comme ça, tu es censé aller chercher l'argent pour l'enfant. Tu es censé l'habiller, tu es censé lui vendre du rêve, faire que sa vie ressemble à quelque chose de... Ouais. Soit positif, même si tu es déprimé, tu as une mission. Voilà. Et ça, tu es prête à le faire si tu veux le faire. Exact. Sinon, tu vas le faire à contre-cœur et je sais pas. D'où l'importance du choix et du désir. Et j'aime bien aussi ce côté, de par notre culture africaine, de se dire, on dit tout le temps, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai qu'on va pas l'appliquer dans le sens où toi, là, tu es en train de le développer, de se dire, effectivement, il faut tout un village. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un enfant parce que dans ce village, il y a plein d'autres enfants et je peux m'occuper de ces enfants-là, en fait. Et je trouve ça super intéressant, cette manière d'aborder la chose. J'avais une tante, pas à son âme, elle n'a jamais donné naissance à un enfant, mais chaque année, elle a adopté, elle faisait venir du Cameroun un enfant de sa famille. Donc, par exemple, qui avait perdu sa maman. Ou, voilà, elle faisait les démarches pour que l'enfant vienne. Ces enfants restaient chez elle jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Donc, jusqu'à ce qu'ils trouvent du boulot, c'est pas... C'est pas que ça fait un moment que tu es quand même là, tu peux partir. Non. Elle attendait à ce qu'ils soient bien posés dans leur vie. Et elle a été une mère. Et je ne sais pas si... Il n'y a pas eu... Je sais pas, c'est pas connu en fait les raisons pour lesquelles c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Mais je me demande, est-ce que c'était parce qu'elle ne pouvait pas en avoir ou est-ce que c'était vraiment... un choix. Voilà, je suis une famille d'accueil pour les enfants. Mais je pense que chacune a ses raisons, mais ce qui est intéressant de voir avec toi, c'est que ce qu'on comprend, c'est que tu ne veux pas d'enfant. Une journaliste m'a fait remarquer, Patricia Drelin, que je remercie, de Télé Sud, que
mes personnages sont souvent des enfants, mes personnages principaux. Oui. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas fait de psychanalyse là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai créé un blog en 2012 qui s'appelle Esukudu, ESUKUDU, un blog d'éducation, de pédagogie, et j'apprends le cerveau de l'enfant. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'enfant en tant qu'être humain et au respect qu'on lui doit. Mais ce que je comprenais pas, c'était pourquoi est-ce que, je te jure, je croise une maman avec un bébé. Le bébé est en train de dormir comme ça, là. Avec les poings serrés comme ça, et moi je fais « Ew !» Dans ma tête, je suis là « Et je me demande pourquoi, en fait. Mais il m'a rien fait, tu vois. Il est juste en train de dormir. Je te jure, j'adore les primaires. En fait, tu as un âge préféré. Ouais, à gérer. Mais en tout petit, c'est difficile que je ne te connaisse pas et je t'apprécie, en fait. D'accord, je vois. Tu dois être mon enfant. Ou quelqu'un de la famille, ou comme ta nièce. Non, ça veut dire, c'est ça, mon enfant, pour moi, c'est... Je dois t'appeler mon bébé, tu vois. Et ma nièce, c'est mon bébé. Même ma petite soeur, c'est mon bébé, d'ailleurs. Parce que j'avais 10 ans quand elle est née. Je l'appelle toujours mon bébé. Et ouais, non, je peux pas. Non, famille, c'est vraiment... Tu es mon bébé quand tu es petite, avant que tu n'atteignes l'adolescence. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton enfance? Parce que tu as beaucoup parlé des enfants, tu as parlé de tes sœurs. Dans ton livre, j'ai pu voir, à un moment, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, où tu expliques que tu dis avoir vécu avec des parents qui ont fait de votre vie, à toi et tes frères et sœurs, une comédie musicale. Donc, je pense que tu as une enfance assez joviale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte? Il y a du tragique-comique dans mon histoire. Ça, c'est un peu la vie. Toutes mes créations, je pense que ça me rappelle la vie. Dans la vie, on m'avait demandé, Présence africaine m'avait demandé si mon premier ouvrage était une musique, qu'est-ce que ça serait? Et j'avais répondu, ce serait une musique de boîte à musique. Comme dans les films d'horreur, là. Oh mon Dieu! Mais autour, c'est l'horreur, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça la vie. Donc, on a des espaces pour rire, pour créer. Mais autour, il y a quand même de la violence qui est quand même systémique. Ça veut dire que pendant qu'on a cette conversation-là... Il se passe des choses. Féminicide, viol, juste... Enfin, ça se compte en secondes maintenant. Et pourtant, on a ce moment agréable. Et pour moi, c'est ça la vie. Donc, mon enfance, c'est un peu ça. C'est le côté joyeux, c'était mes parents, mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs. Donc tu as combien de frères et sœurs? J'ai un frère et 2 sœurs. D'accord. On a grandi, enfin c'est mon point de vue, hein. J'étais l'aînée, peut-être que c'est plus sympa. Non, en même temps c'est moi qu'on tapait, donc c'était au Cameroun. En parlant de droit d'aînesse, c'est vraiment un sujet qui m'intrigue, surtout dans les familles africaines. Enfin, je sais pas comment tu as vécu ce côté je suis la grande sœur. Est-ce que tu étais mini-maman? Est-ce que tu étais plutôt la grande sœur un peu loin? Non, je suis mini-maman. Bon, mon frère avait 1 an et demi de moins que moi, mais j'ai toujours l'impression d'être beaucoup plus âgée que lui, même s'il est maintenant 2 fois plus grand. En termes de taille? Ouais. Et 2 fois plus large aussi, plus balèze et tout fin. Donc, c'est maintenant que je sais que nos frères là, c'est la muscu, hein, c'est pas les gènes. Hein. On est dans les coulisses. Si. Ouais, et le truc, c'est que ils le font quand? Bref, j'étais considérée comme l'aînée. C'est pour ça que moi, j'ai été élevée dans une famille bourgeoise, donc mes parents avaient des employés de maison, donc j'avais la nounou du matin, la nounou du soir, qui faisaient notre éducation en parallèle de celle des parents. Oui. Et mes parents leur avaient délégué le châtiment corporel. Non, mes parents ne me tapaient pas. Papa m'a tapé 1 fois, je m'en souviens, parce qu'il a tapé. Il y avait un public. Waouh. Et j'ai trouvé ça... traumatisant. Attends, je suis l'aîné, tu me tapes devant mes petits frères. Attends. La crédibilité. Je te jure. Mais j'ai pas pleuré, hein. J'ai même rigolé. Tu as tenu tête. Ouais, j'étais adolescente aussi. et le faire devant les frangins quand tu es l'aîné, c'est ça la vraie... C'est ça qui fait mal, c'est pas le coup de bâton. C'est vrai, non mais c'est vrai, hein, c'est fou, j'avais jamais vu... Surtout que je me souviens des dents de mon neveu, parce que là j'ai ma petite soeur, les moqueries. Il riait pendant qu'on était parce que c'est moi qui tape tout le monde, c'est moi l'aîné, donc c'est moi qui menaçais les gens.
C'était le moment de vengeance. Voilà. Et ouais, c'est moi qui menaçais beaucoup les gens. C'est moi qui grondais, c'est moi qui mettais l'ordre dans la maison. Et là, on me tapait devant tous ces gens-là. Et le fait d'être l'aîné aussi, ça a créé un rapport de... ouais, j'ai l'impression d'élever mes frangins, mais bon, pas la dernière surtout. Mais je suis partie du Cameroun quand elle avait 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et il reste un rapport très, très bizarre entre nous. Donc, tu sais, je suis la grande sœur qui était en Europe. Et il y a beaucoup... Et je suis très, très... de tous d'ailleurs et de toutes, très admirée. Ah, je vois. L'admiration au loin, la grande sœur qui est loin, qui est partie faire ses études à l'étranger. J'ai gardé ce... Tu sais quand quelqu'un t'aime et tu sais quand quelqu'un te respecte, tu sais quand quelqu'un te craint, voilà. Et quand ça évolue, il y a quelque chose... parce que tu y gagnes en fait, à être aimé, admiré et crainte. Quand ça change, quand la personne grandit, surtout quand je vois que je vis en France et que je reviens pendant les vacances et c'est plus le même respect, ou je vois quelque chose qui a évolué, j'ai l'impression qu'il va falloir que je recadre. Voilà. Je dis que attends, c'est moi qui commande ici. C'est vrai que toi, tu es devenue la grande sœur depuis qu'on est parti, mais tu vois un peu. Mais ça reste quand même moi. Ouais. Et ça, c'est bon. Je déconstruis ça parce que j'ai dû faire face à d'autres cultures et aussi à des Noirs de France qui ne supportent pas ça, cette éducation africaine dans un pays où on peut se parler d'égal à égal, même si on a 1 an et demi, 4 ans, 5 ans de différence, voilà. Tu ne restes pas comme ça. Voilà. J'ai vu que ça choquait certaines personnes et moi, je sais que la plupart du temps, enfin, ça reste une blessure, c'est ce que je vais raconter, mais j'ai eu une sorte de clash avec une de mes petites sœurs. J'en ai une autre là en ce moment avec une autre. C'est l'histoire des sœurs, ouais, je crois. Mais en fait, le truc, c'est qu'on s'aime, bref. Mais c'est parce que j'avais l'impression que elle m'avait manqué de respect. Et quand tu es l'aîné, c'est une chose à laquelle tu es habitué à être respecté. Oui, et quand on t'enlève ça, c'est comme si on t'enlevait tout ce que tu avais, en fait. Oui, tout ton rôle, ton identité. J'ai l'impression qu'elle pensait que nous sommes des sœurs blanches. Tu vois, je vois des sœurs qui s'engueulent avec des mots, tu vois. Ah, c'est dur. Ouais. Je dis, mais non, enfin... Pas ici. C'est ça qu'elle a oublié qu'on est camerounaise, en fait. Elle aurait trop pris la confiance. Voilà, exactement. Parce que je n'ai jamais été rien d'autre qu'une aînée. Hein. Je suis la première petite fille de ma grand-mère. Ah oui, donc je suis l'aînée de tous les cousins et cousines. C'est vrai qu'il y a cette dimension, il n'y a pas que... parce que, enfin voilà, c'est des familles, on est plutôt en mode famille élargie. Donc du coup, tu étais la grande sœur de toute la famille, de tes cousins, de tes cousines. Et à l'époque, j'imaginais que j'allais avoir des enfants plus tard. J'imaginais que mes enfants seraient métis, parce que voilà, j'ai grandi au Cameroun. Donc, le colorisme. Voilà, ce complexe, il faut moins que les enfants soient métis. Colorisme. Dans le livre De la question sociale à la question raciale, Pape Ndiaye explique qu'être noir n'est ni une essence, ni une culture, mais le produit d'un rapport social. Il y a des noirs parce qu'on les considère comme tels. Mais il existe au sein de cette catégorie historiquement construite des sous-groupes caractérisés par des peaux plus ou moins foncées et qui ont pu faire l'objet de traitements différenciés. La question des nuances de couleur de peau au sein des populations noires est importante du point de vue des hiérarchies sociales. On propose d'utiliser le terme colorisme, traduit de l'anglais américain colorism, pour référer à ces nuances et à leur perception sociale. Le psychiatre et écrivain Frantz Fanon s'est penché sur le phénomène dans l'ouvrage Peau noire, masque blanc, publié en 1952. Pour l'intellectuel martiniquais, les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, et souhaitent du coup ressembler aux colonisateurs. Le colorisme ne concerne pas que les personnes noires. En envahissant les pays d'Afrique et d'Asie, les Européens ont en plus importé leur canon de beauté, teint pâle, lèvres et nez très fins, yeux clairs. Par ailleurs, l'esclavage reposait lui aussi sur une classification en fonction de la nuance de la peau. Les noirs à la peau la plus foncée étaient forcés de travailler dans des conditions les plus difficiles, dans les champs de canne et de coton par exemple, tandis que les personnes au teint clair étaient autorisées à effectuer des tâches dans la maison des esclavagistes. Il est alors important de décoloniser les esprits, et ce, dès le plus jeune âge des enfants. Donc quand je jouais aux Barbie, les Barbie devaient être de préférence blanches. Si elles étaient noires, elles devaient être des États-Unis.
Et comme elles étaient noires, elles avaient le mauvais rôle. Elles étaient sournoises. Tu intériorises la suprématie blanche n'importe où sur Terre. Sans être dans un pays où tu es en minorité. Quoi. On a vécu limite la même enfance. Quoi. Ouais. Donc, les blanches, façon d'être blanche, c'est métisse ou blanche. Et il y a alors un jeu qu'on fait à l'école que je n'ai pas inventé, qui s'appelle Noir, Blanche, Guinguerou, Métis. Ça veut dire qu'on compte tes tresses. Le nombre de tresses que tu as sur la tête. Plutôt que de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va compter noir, blanche, guinguerou, métis, noir, blanche, guinguerou, métis. Et guinguerou, c'est comme albinos, mais il y a un certain type d'albinos qui ont quand même un peu de mélanine, mais orangé. Ils vont sortir un peu orange, rouge, orangé, et on aime ça encore moins. Donc, quitte à être albinos, soit tout à fait blanc, tu vois. Plus du côté du jaune que du orange. Et donc, c'est une vraie insulte quand tu appelles quelqu'un un guinguerou. Dans ce jeu, si ton nombre de tresses indique que tu es noir ou guinguerou, tu as perdu. Si ton nombre de tresses indique que tu es blanche ou métisse, tu as gagné. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre personnage de ton livre, Assisi, il faut souffrir pour être française, où tu parelle de ta tante Mo, qui se fait passer pour une antillaise. Tata Monique, c'est ouais. Mais ça m'a... Je me suis dit, elle a carrément renié son origine camerounaise, et pour elle, il vaut mieux être antillaise que africaine. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à une jeune fille ou à une autre Tata Mo pour qu'elle ait plus confiance en elle, en fait, de se dire, assume, quoi. Faut que tu sois fière de tes origines. Est-ce que tu as un message que tu pourrais donner? Pour parler à mes tantes, je leur dis en fait que à chaque fois que tu te trouves moche dans le miroir, c'est toutes les fois où ce que tu as vu s'écartait des normes de beauté européennes. Donc, tu te trouves grosse parce que la norme de beauté, c'est celle-là. Tu te trouves moche aujourd'hui parce que ta coiffure, elle correspond pas à ce qu'on voit. Donc, imagine, tu vois mes bobolos que j'ai sur la tête là. J'étais blonde aux cheveux, enfin, je fais la même chose. Tu vas dire, oh, c'est mignon, tu vois, un peu, ça fait ressort. Hein. qui est mal centré, en fait. Le prénom. C'est une composante essentielle de notre identité. Il nous colle à la peau. Il agit sur nous comme un aimant qui attire les identifications. Le prénom est le porteur indéniable d'une identité. Il est souvent le premier identificateur de soi aux autres, la façon de nous désigner et nous reconnaître en société. À cause de la suprématie blanche ou arabe, beaucoup de personnes racisées ont été amenées à donner à leurs enfants des prénoms de blancs ou des prénoms arabisés, ou en tout cas des prénoms qui ne sont pas connotés de la culture dont elles sont issues. Dans son livre, Jo explique très bien ce phénomène en y ajoutant une interprétation assez singulière. En voici un extrait. Plus le prénom était français, plus il était ringard, surtout aux yeux des Camerounaises de notre génération. Ma génération préférait les prénoms anglo-saxons. Autant dire qu'avec mon Sissi, j'étais plutôt bien lotie. Tu te souviens de Ngongole Fatimatou, lui ai-je demandé? Son premier prénom, en fait, c'est Charlotte. Fatimatou n'était que son deuxième prénom. Tu te rappelles comment au pays on se foutait d'elle à cause de ce Charlotte? Elle préférait se faire appeler Fatimatou, c'est moins ringard. Elle est venue en France en 3e et une fois ici, je crois qu'elle s'est rendue compte qu'ici, il valait mieux l'appeler Charlotte que Fatimatou. Aujourd'hui, si tu l'appelles Fatimatou en public, tu es morte. C'est interdit. C'est pas un enfant qui choisit son prénom. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me rebaptiser Jo Augustine, Jo, ça veut dire lutter en bassa, qui est une langue très subtile, très, très, très riche du Cameroun, qui est celle de mes ancêtres, des deux côtés. Jo, ce qu'on prononce en français, Jo, ça veut dire enterrer. Là, tout à coup, il y a la famille qui perd le contrôle parce que ça panique, mais pourquoi on t'a donné ce nom-là. Donc, on l'a donné à plein de filles de la famille. C'est le nom de ma grand-mère maternelle. Même, je montre que même ça, vous ne maîtrisez pas, en fait. Je me suis renommée. Donc, ce nom chrétien que vous m'avez donné, en fait, je rejette maintenant le nom chrétien de façon, avec tout le bébé et l'eau du bain. Et les prénoms, à l'époque, étaient occidentaux. Oui, tu disais qu'il fallait un nom un peu à l'américaine, que ça passait bien. Non, ça on aime bien au Cameroun. D'accord. En France, il faut arriver en France que tu changes un peu. Oui. T'aimes plus trop. Mais ouais, moi je voulais Kélisha, Onesha. Ah non, pas Kélisha. Kélisha, c'est un personnage du bouquin. Je voulais Onesha et Alisha. Alisha. Ouais, c'est très afro-américain. Ouais. J'ai entendu tous ces prénoms dans Steve Urkel. Ah, mais c'est ça. C'était les copines du frère de la target de Steve, eurocentré. Est-ce que le fait que tu aies décidé de ne pas avoir d'enfant,
Est-ce que tu te sens moins femme? Est-ce que tu te dis, ben voilà, j'ai plein de copines, elles ont plein d'enfants, Non. Je rentre pas dans le club, quoi. Non, déjà, je pense que c'était concomitant, même si je ne sais pas à quel moment précis, c'était concomitant avec quand je suis devenue féministe. Tu l'es devenue quand? 2013-2014. Et là, tu as décidé, non, maintenant je prends en main ma vie et c'est mes choix. Ouais. Donc, être maman, c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Pas ça. Souvent, on va te dire, oui, mais c'est peut-être parce que tu as peur d'accoucher, t'as pas peur de finir toute seule, de te retrouver seule à 60 ans. Quelle est ta réflexion sur ça? Moi, j'imaginais même une maison. Tu as vu les Chroniques de San Francisco? Oui, j'ai adoré. Ouais. Tu avais lu le bouquin ou pas? Non, j'ai juste vu la série. Bah, tu adorais le bouquin. Je l'ai lu au lycée. Et je voulais en fait être. Mais je voulais pas être Anna Madrigal, et on sait que je suis Anna Madrigal. Je voulais être. En même temps, c'est bizarre parce que j'aime être seule, mais j'aime accueillir des gens. Je veux une maison remplie de migrants et de personnes rejetées qui n'ont plus de maison. Et on ne sait pas que c'est grâce à moi qu'ils sont là. Donc en fait, parce que la question suivante, c'était si tu considérais l'adoption, mais non. Enfin oui, à une époque, j'avais une vision assez romancée de l'adoption jusqu'à ce que les personnes adoptées commencent à prendre à prendre la parole. Dans un tout autre registre, je sais que tu es engagée, tu es quelqu'un, voilà. Oui, je l'ai bien remarqué. Et j'ai pu lire, notamment aux États-Unis, dans le mouvement Black Lives Matter, t'as des hommes noirs qui vont répondre à celles qui veulent pas d'enfants. Bah en fait, c'est vraiment égoïste ce que tu fais là, parce que on a plein d'enfants noirs qui meurent tous les jours, et en gros, tu contribues pas à la cause en refusant de faire des enfants. Qu'est-ce que tu répondrais à ces hommes noirs qui facilement vont dire bah non, avant d'être féministe, t'es noire, donc il faut que tu sois là avec nous pour le combat racial? Je répondrais que si tu veux une réponse de ma part sur le sujet d'une oppression que tu ne vis pas, mais que moi je vis, c'est 50 € cash. La réponse. Et ce n'est pas à toi de décider le nombre de phrases qui contiendra la réponse. Donc ouais, maintenant c'est que ce soit la question de race, de genre, d'identité sexuelle, de classe, de validisme, enfin, quand c'est ta vie et que quelqu'un qui n'est même pas concerné, donc tu vas te retrouver dans un débat qui va te consommer en énergie mentale. Ça va durer des heures. Hein. Il va faire quoi derrière? Tu penses qu'il va aller parler à ses frères que, attends, il va falloir qu'on aide. Non, il y a un problème avec nos privilèges ici. Tu penses qu'il va aller en discuter? C'est ça que tu vas réussir à faire pendant cette conversation avec cette personne-là. Non, c'est une cause perdue. Voilà, non. Les débats, c'est avec les personnes qui vont faire avancer le schmilblick. Misogynois, ce sera avec des femmes noires. Lanceuse d'alerte descriptive de poste. Quand tu entends dans une conversation parler d'une chose, là on se retrouve en train de parler d'autre chose. On est là entre, ce qui m'est arrivé récemment, entre blanc, noir, blanche. Et on pose la question, alors le racisme au Canada c'est mieux? La lanceuse d'alerte va faire ba 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 shi ba ba oh shi ba ba. Donc si tu chantes ça, je vais savoir que c'est une question piège parce que c'est une question tu vois un peu là pour l'instant t'as pas encore répondu, mais c'est une question qui va finir dans un débat de 8 heures. Alors, j'ai quelques petites questions tant que je serai noire. Le but de ce podcast et du blog que j'ai, c'est d'aborder le désir et le non-désir de maternité. J'aime bien demander du coup à mes invités si elles ont des chanteuses ou des personnes qui sont issues de séries ou du cinéma qui vont les inspirer. Est-ce que toi, tu as une chanteuse afro-descendante que tu kiffes, qui t'inspire, tu te dis quand je serai grande, je serai elle, ou j'aurais aimé être elle? Moi, pendant longtemps, je suis parolière. Et pendant longtemps, je disais, je cherche ma Céline Dion. Ok. Parce que Céline Dion a commencé très très jeune et elle n'écrit pas ses chansons. D'accord. Et donc, je cherche une petite jeune qui ne sait pas écrire des chansons et qui a besoin de moi et qui va cartonner. Je vais vivre des royalties dans l'ombre. Mais en fait, j'ai grandi avec une chanteuse. Et j'ai fini par comprendre un jour que mais c'est elle, ma Céline Dion. Et c'est donc, qui? Elle s'appelle Tiana, du duo Gwen et Tiana. Elle chante le jazz. D'ailleurs, elle a été récompensée Best Artist in African Jazz à Lagos au Festival Afrima Awards. C'est... Tiana, j'irai voir. Alors, la puissance de sa voix, et j'écris ses chansons, et c'est le fait, je sais pas si c'est le fait de... Je pleure à chaque fois que je la vois sur scène. Je sais pas si c'est le fait
de voir, d'entendre tes mots sur scène. Cette émotion-là. Parce que c'est les phrases que tu as écrites avec un... Tu sais, quand tu écris I cannot control the way you feel for me. Tu sais à quoi tu penses, tu sais ce que tu as vécu pour écrire cette phrase, tu vois. Et quand tu l'entends... Ouais. Et quand tu chantes les chansons qui sont passées par ta tête... c'est quelque chose. Sur scène et avec la musique et tout. Moi, je suis en transe à chaque fois que j'entends du live music, la black music en plus. Mes gènes réagissent à ça. Enfin, voilà. C'est ce qui parle à mon corps. Et elle m'inspire par sa... C'est le genre de personne qui va te dire... moi, je l'inspire aussi. Hein. Par exemple, le genre de personne, j'ai l'assurance de son amour, de son amitié. Et je sais qu'elle m'admire beaucoup, qu'elle me respecte énormément. Et j'ai grandi avec ça. Donc, quelquefois, tu grandis avec la certitude qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Tu vois, genre, il y a des gens, il n'y a pas de doute. Tu vois, genre, tu vas venir me raconter qu'elle a dit ça. Et toi, tu te dis non. Je la connais. Ouais, tu peux pas tester. Voilà. et elle a toujours misé sur moi. Elle a toujours cru en moi. Elle me surnomme le verbe. Donc, même quand je ne crois pas, je n'aime pas ma façon d'écrire, et à l'époque, c'était parce que je la trouvais trop camerounaise, vu que Cameroun, c'est mal et France, c'est bien. Donc, j'attendais un certain académisme qui allait être validé par des Blancs. Mais elle soutenait déjà tout ce que je faisais. Elle m'a demandé d'écrire ses chansons quand elle s'est lancée. Elle a dit, elle s'est lancée quelques années avant moi, genre 1 an et demi ou 2 avant moi. Et je l'ai suivie. Et en fait, c'est elle, ma Céline Dion. Wow. Céline Dion, c'est une personne dont tu as remarqué le talent suffisamment tôt et que tu vas voir grandir, dont tu vas accompagner la croissance, le succès, l'explosion. Donc, je grandis avec elle. Quand je grandis, elle grandit aussi, vu que, comme je te dis, c'est ce genre de personne qui dirait... j'ai jamais été victime de... J'ai jamais été victime de racisme. Elle est noire, métisse, Cameroun, Madagascar. Et elle en France, elle va me dire qu'elle n'a jamais vécu le racisme. Et le fait que moi, je sois déconstruite, un certain niveau de déconstruction, et on marche ensemble. Donc, elle apprend des choses. Oui, en étant avec toi. Voilà. Même si c'est à son rythme, le fait qu'elle me respecte beaucoup, c'est qu'elle m'écoute. C'est pas que... moi, je peux aborder des questions de... Par exemple, les questions d'intersectionnalité que j'aborde là. Ouais, il y a... je ne citerai pas, il y a des hommes de ma famille qui vont... c'est comme si leurs oreilles sont bouchées. Oui, ils vont pas t'écouter, quoi. Mais si une blanche dit exactement la même chose... Ils vont acquiescer. Ils vont même envoyer le lien que tu devrais regarder. Ah, donc elle, tu l'écoutes. Ah, elle, c'est quelqu'un. Moi, non. Ou bien c'est ton frère. Si mon frère dit exactement la même chose, là, il va être entendu. Donc, elle m'écoute, même si elle n'a pas encore eu à réfléchir à la question, mais il y aura une réflexion après avoir écouté, tu vois. Et elle est gentille. Donc, c'est le genre de personne... On lui a volé son téléphone un jour à Lille, dans la rue. On lui a demandé, donne-moi ton téléphone. Et elle a dit, mais tu sais quoi, j'habite juste à côté. Il y a mon chargeur, et franchement, c'est un chargeur très difficile à trouver, donc ça me prend 2 minutes, je vais te le chercher. Ah ouais. Et le gars, il a trouvé ça tellement bizarre, il lui a rendu le téléphone. Donc, ouais, elle va te dire qu'elle n'a pas été victime d'agression. Le gars était gentil. Et elle attire à elle des gens très, très, très bienveillants parce qu'elle est aussi très douce et elle s'attend au meilleur des gens. Oui, elle a cet espoir encore, ce positivisme. Ouais. Donc, elle m'inspire beaucoup. En plus d'avoir... Elle a beau sembler très... Elle semble pas timide, mais elle est très simple. Un peu l'énergie de, tu vois, Ayo. Oui. Voilà, très... Mais sur scène, il y a une sorte de transformation. Oh. J'ai hâte de l'écouter, tiens. Ouais, mais il faut la voir sur scène, c'est aussi le truc. Sur scène, quelquefois, elle est aussi coach vocal, donc elle emmène sa voix.
tu te demandes le petit corps aussi. Ah. Surtout quand c'est dans les graves, là, en jazz, là, tu vois. Ça ressort. C'est vraiment Tina Turner, parce qu'elle s'appelle Tiana, mais apparemment, en malgache, ça se prononce Tin. D'accord. Et donc, c'est vraiment une énergie à la Tina Turner, mais tu la vois comme ça, là, c'est la nielle, le petit... Enfin, elles sont... Comment t'appelles ça? Son animal... alors, si tu te réincarnes en animal. D'accord, oui. J'ai oublié le mot. Elle ne parle toujours pas français, son totem. Son totem, c'est Titi, de Titi et Gros Minet. D'accord. Titi, elle collectionnait les Titi quand elle était petite. Et je pense qu'elle collectionne toujours. Donc, elle, c'est Titi. Mais une fois sur scène, c'est plus Titi. Elle se transforme. C'est... Et du coup, en parlant de là, on parle d'un dessin animé, mais... Elle ne veut pas avoir d'enfant non plus. Ah, elle veut pas. Donc, tu as quand même autour de toi, donc tes 2 sœurs, tu m'as dit. Non, mais elle, c'est depuis la tendre enfance. Ah ouais. Et elle, moi, je lui disais, mais tu sais pas encore. Mais parce que ses parents sont divorcés. Donc, elle était très... Elle a l'impression que... ses parents étaient amoureux jusqu'à ce qu'ils deviennent parents. Donc, les enfants ont gâché le couple. Donc, il y a quand même une raison derrière. Enfin, elle s'est trouvée une raison derrière ce choix. Mais même comme ça, elle s'est dit, bon, apparemment, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Mais elle ne veut pas non plus. Parce qu'elle veut quand même... Elle veut être actrice, elle veut être chanteuse, elle veut faire des tournées, elle veut bouger tout le temps. Donc, elle ne veut pas avoir à concilier... vie de maman et vie d'artiste. Ce qui se comprend. Hein. Ce qui se comprend, c'est un choix. Enfin, moi, tant que c'est un choix et que c'est réfléchi... Mais bon, je la laisserai en parler elle-même. Oui. C'est personnel. Mais oui, c'est vraiment je crois, la toute première personne à m'avoir montré la possibilité de ne pas vouloir avoir un enfant. J'ai une tante qui n'est pas mariée, qui a des enfants. J'ai des gens qui ne se sont jamais mariés, en fait. Mais tu seras toujours maman. Oui. Mais le fait de jamais maman, mais peut-être mariée, ça dérange. Ouais. Mais c'est rare, franchement. Là, c'est fou que tu en aies une déjà autour de toi et puis quelqu'un de proche. C'est pas une copine d'une copine. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel... et ça et la guitare. Mais comme je sais que j'ai beaucoup d'influence sur elle, j'ai pas réussi à l'influencer sur changer son désir de maternité. Oui, ça, elle est ferme dessus. Donc, c'est moi qui a évolué dans son sens après. Mais pendant très longtemps, c'était moi qui essayais de demander... Mais pourquoi arrête de dire ça. Et elle s'est dit, non, ça c'est resté. J'ai oublié qu'on a enregistré. Donc, si tu veux, on passe à la question suivante. Quel est ton personnage de fiction qui, pour toi, embrasse son choix de maternité avec classe? Ça peut être une question difficile. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Nola Darling. Je n'ai pas encore regardé parce qu'il me manque une saison que j'aime. D'accord, tu préfères attendre. Mais que la saison 2. C'est une femme qui n'a pas d'enfant et qui le vit très bien. Donc, pour moi, c'est un personnage génial. Est-ce que toi, tu as... donc, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, pas quelqu'un ou qui en a. Ça peut être une super maman ou ça peut être une mère seule. Je ne sais pas pourquoi je pense à Mom, la série. Et j'aime beaucoup Bonnie, la maman qui a élevé ses enfants dans la drogue, dans la précarité. Qu'est-ce que t'aimes du coup chez elle? J'aime le fait qu'elle s'assume dans le fait d'être une mère indigne. Donc en fait, elle cherche pas à être la mère parfaite. Oui. Elle vit sa vie, c'est un certain égoïsme. Et elle a été là, même si elle était elle-même son enfant est né dans un milieu problématique. La maman, parfois dort dehors, elle est très accro à plein de drogues. Quelquefois, elle donne son enfant en échange pour acheter quelque chose. Donc, c'est toujours cette fois, c'est dans une blague que bon. On dit, tu te rappelles quand on a été à Mexico, je sais pas, sur une ville là, on a été. Ah non, toi, pour y aller, il a fallu que je te donne. Donc, c'est dans un cartel, je sais pas quoi, vrai. C'est maman.
c'est maman qui sortent des cases, qui sortent de l'image polie. L'image parfaite. Mais ça reste... Elle a toujours récupéré l'enfant après derrière, tu vois. Parce que... Donc c'est pour ça que pour moi, elle reste quand même une maman. C'est pas comme si elle s'occupait... Enfin, c'était une maman qui avait abandonné ses enfants. Elle assure quand même son rôle de maman. Avec le contexte dans lequel... Voilà, c'est ça. Donc, Ok. Elle continue... La vie continue. Voilà, sa vie, elle continue de s'éclater. Et sa fille est bien sûr traumatisée. Et du coup, répète les mêmes erreurs pour ça. Mais répète les mêmes erreurs. Et je vais te dire que est-ce que ça va créer l'empathie, vu que la fille de sa fille la rejette sa propre mère. Est-ce que tu vas te dire, j'ai fait de mon mieux et elle me rejette. Donc l'autre aussi a fait de son mieux. Et il faudra peut-être que je l'accepte. Donc j'aime bien ça. J'aime beaucoup cette série. Bon, il se trouve que Bonnie a le même prénom que ma coloc, qui est une perverse narcissique. Donc, j'ai pas encore regardé la dernière saison parce que entendre ce prénom régulièrement, ça peut être trigger. Est-ce que je vois quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'aime bien citer les femmes noires. Tu sais. Oui, mais t'en as pas en série. Qu'est-ce que j'ai... Non, elle veut avoir un enfant. Mais j'aime... Comment ça s'appelle dans Being... Mary Jane. Being Mary Jane. J'ai pas encore tout regardé. Hein, ouais. C'est vrai que elle a une histoire avec son rapport à la maternité qui est quand même intéressant. Ouais. Mais je vais pas spoil. Mais j'aime le résultat de la vraie vie en fait. J'aime le fait qu'elle ait été maman à Quadra à 45 ans. Enfin, c'est fou. J'aime le fait qu'elle ait bâti sa carrière. Elle a rencontré... Franchement... j'aime ce couple-là. Tu as vu la photo qui est sortie récemment, là. Enfin, j'aime leur famille. Et j'aime très rarement des familles hétéros, cis hétéros. Mais voilà, j'aime leur black love. J'aime son bébé. Je suis la page du bébé qui vient James. Je sais quoi, comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'aime la tête du bébé là sur toutes les photos. Le bébé, c'est hashtag, il faut me laisser. Tu as besoin de parler. J'aime le bébé qui ressemble à son père. Là. Et j'aime le contraste entre le sourire radieux de la maman et l'enfant qui est toujours en train de tirer la couche. Je l'aime trop. J'espère que cette famille sera heureuse. Et du coup, est-ce que tu as un livre préféré en tant que... J'ai quand même une écrivaine en face de moi. Est-ce que tu as un livre préféré que toute femme noire devrait avoir dans sa bibliothèque? Le livre, non, franchement, ça c'est pour répondre très très sérieusement. Je pense que toute femme noire devait avoir assez s'il faut souffrir pour être française. Je te jure. Ça c'est vraiment... c'est même pas... En fait, là par exemple, il y a une personne qui avait dit quand j'étais petite, j'écris des livres que je ne trouve pas en librairie. Mais voilà, pareil. Mais le truc, c'est que moi, j'aime pas lire parce que les gens n'écrivent pas ce que j'ai envie de lire. Donc, tu as écrit ton livre. Voilà. J'ai écrit il faut souffrir pour être française. Et j'aime pouvoir rire et être politique à la fois. J'aime pouvoir faire réfléchir les gens, faire avancer les réflexions. Oui. Donc, voilà, j'aime stimuler le cerveau des gens qu'on passe d'une conviction A à une remise en question B, tu vois. Enfin, que ça soit pas linéaire. Voilà, et même en l'écrivant, je me remettais en question. Je m'attendais pas à cette remise en question. Il se trouve que je prenais des témoignages d'autres femmes noires et j'en apprenais plus, même sur moi, en fait. Oui, tu te nourrissais. Voilà. Et assez s'il faut souffrir pour être française, c'est vraiment ça. Le must. Je mettrais entre les mains de toutes les femmes noires, entre les mains de tous les garçons noirs, je mettrais Marianne et le garçon noir en France. De Léonore Amiano, autre sœur camerounaise. Nous sommes des génies dans la culture, je te jure, c'est quelque chose que je le reconnais. En me lançant dans le milieu de façon professionnelle. Vous êtes vraiment bon. On est très très représentés en France dans la culture. Et pourtant, on vient d'un pays où on dit que c'est pas un métier, donc je sais pas. je sais pas. Et là, en ce moment, je cherche... Moi, je veux une grosse bande dessinée, genre un gros pavé avec une histoire d'amour, cuir et afro. J'aime bien les chats et les souris, là. Oui. Genre... cette séduction,
ces remises en question. C'est là, s'il n'y a pas ça, là, ça c'est mon côté asexuel, s'il n'y a pas ça, cette tension-là avant, tout acte embrasser ou faire l'amour, ça va me faire grincer des dents, en fait. Donc, je peux pas voir les gens s'embrasser si j'ai pas vu qu'ils étaient tombés amoureux et comment ça s'est passé. Et là, tchou, le bisou. Voilà. Et moi, la partie du bisou là, qui est précédée d'une très longue partie de on sait pas, est-ce que ça va se faire? Will they? C'est ça que t'aimes. Ben, j'aime ça et t'inquiète que je me souviens exactement de la page à laquelle le bisou, cette page-là, je la connais par cœur, je vais la lire, la relire. Oh là là. Et ouais, j'aime ça et je cherche ça. Et il n'y a pas ça. Donc, c'est ça que j'ai envie de lire en ce moment. Du coup, je vais être obligée de suspendre mon projet d'écriture. Moi, je lis des BD, mais je vais écrire alors le recueil de nouvelles alors que j'étais en train d'écrire une saga. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de lire une grosse bande dessinée. C'est trop la classe d'être écrivaine, parce que s'il te manque un truc, ouf, allez, ça y est, je vais le faire moi. Ouais, c'est vrai. Et pour conclure, si tu pouvais compléter cette phrase, que dirais-tu? Tant que je serai noire, il y aura de l'espoir. C'est ton dernier mot? Non, mais c'est très bien. J'aime beaucoup. J'ai dit ce qui m'est passé parce que T'as voulu faire une rime, c'est ça? Non, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah oui. Tant que je serai noire, il y aura de la vie. Il y aura de l'espoir. Ouais, je pense que... Ouais, pourquoi je dois changer? Je dois en proposer plusieurs? Non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est juste que comme tu as ri, je savais pas si c'était une blague ou si tu étais sérieuse. Tant que je serai noire, tant que je serai en vie, tu vois. Ça me rappelle le mail que m'a envoyé le consul de France au Cameroun, qui m'a dit, tant que je serai consul, ta sœur n'ira pas en France. Il y a des lycées au Cameroun. Mais c'est horrible, le pouvoir qui s'est donné. Je dois t'avouer que derrière, c'était tant que je serai noire, il y avait une sorte d'ultimatum. Je ne laisserai pas passer ça. Mais le truc, c'est que j'étais noire avant quand je laissais passer ça. Et j'ai l'impression que oui, je suis noire parce que j'ai été inventée noire, en fait. Je suis arrivée maintenant dans un pays où je suis devenue noire. Ce process de racisation, en fait. Et c'est vraiment le sujet qui découle dans tout ton livre. Ce truc de tu te prends une claque et... Bon, au Cameroun, tu as vécu quand même avec des Blancs. Non, absolument pas. J'étais à l'école camerounaise. Mais dans ton milieu bourgeois... Non, je les croisais. D'accord. T'inquiète, mais là maintenant, je les croise et je change de trottoir. C'est bon, c'est différent. Hein. Croiser un Français blanc au Cameroun, c'est d'une violence. Parce qu'il n'a pas eu à faire la journée pour avoir son visa. Il a le droit de rester là. Il a le droit de se servir de l'industrie du bois, c'est à lui. Il a le droit de venir sans diplôme et occuper des hauts postes. Il a le droit de faire plein de choses. Même s'il va se plaindre qu'il y a un racisme anti-blanc au Cameroun. Désolé. Il restera le colon, en fait. C'est toujours son pays. Et croiser la même personne à Toronto, ce sera mon ami parce qu'on est françaises ensemble. Donc, on vit le Canada de la même façon. C'est ça, l'expérience. Voilà. Donc, il y aura l'aimant et il y aura le... Comment t'appelles? Contre-aimant. Oui, l'attraction et puis le rejet. Voilà. Selon qu'on se retrouve à Toronto, en France ou au Cameroun. Oui, c'est fou. Alors que ça peut être la même personne. Donc, peut-être à Toronto, je ne serai plus noire. Je serai française comme lui. Et on va discuter, on va s'apprécier, on va avoir des points communs, on va vivre la France pareil. Le Canada pareil. Comme ici... en France, je suis plus camerounaise, noire. Quand je discute avec des meufs algériennes, marocaines, voilà, parce qu'on vit la France pareil. C'est ça. Au Maroc, ce sera pas la même chose, tu vois. C'est vraiment une histoire d'expérience au final. Non, je pense que c'est une histoire de... C'est ce que j'aime dans ce que j'écris. C'était un peu mon astuce dans 9 histoires lumineuses, le bien et le mal, que je te laisse découvrir. Merci pour ce cadeau. Mon astuce, c'était de... normalement, tu comprends le titre à la fin du livre. Donc, ou le bien et le mal. Donc,
la blanche que tu croises à Douala, elle sera le bien à Toronto. En fait, la lecture que tu fais d'une situation dépend de ta place dans un rapport d'oppression. Donc, si tu es en situation, c'est toi l'opprimé, tu vas dire, oh là là, c'est horrible, mais si c'est toi l'oppresseur, tu vas dire, oh là là, c'est bien. Donc, ce que la personne a fait comme action, ça dépend de, est-ce que c'est toi qui est privilégié dans cette action ou pas? Oui. Ou c'est toi qui est opprimé dans l'action. Donc, la définition du bien et du mal, est-ce que Macron c'est bien? Certaines personnes vont dire Macron c'est génial. Ses politiques sont géniales. Voilà, c'est toi qui en bénéficies. Oui. D'autres vont dire non, Macron c'est. Tac, 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 tac. Laissez-moi reprendre ma Oui, voilà, faut que tu rentres quand même. Hein. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment vivement d'avoir participé à cet épisode. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir bravé les grèves, d'avoir quand même pris du temps de venir me voir avec ta tournée. Merci pour le petit déjeuner. Oui, venez, il y a des petits déj. Ah là là. Les vrais croissants de France à moins de $4. Oh là là. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment apprécié ce bel échange avec Jo, car comme elle, j'ai un non-désir de maternité. Et pour tout vous dire, ça fait du bien de réaliser qu'on n'est pas seul. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noire. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Si vous souhaitez témoigner, contactez-moi sur contact@tantquejeserai-noire.com. Je vous dis à dans 1 mois et en attendant, n'hésitez pas à embrasser votre choix de maternité ou de non-maternité en toute sérénité.